On va regarder maintenant, on s'est donné tellement de mal pour expandre les cellules T pour que ça devienne des cellules T effectrices, il serait temps de voir quels sont les mécanismes effecteurs de l'immunité à médiation cellulaire. Alors, vous avez un premier schéma là sur, maintenant vous arrivez à vous débrouiller à partir de ce schéma, ce sont des tableaux, hein. Ces schémas, c'est de l'art, c'est pas de l'immunologie. Alors, immunité à médiation cellulaire, vous savez qu'il y a eu un certain nombre d'expériences qui montrent qu'il y a deux types d'immunité adaptative, deux types d'immunité adaptative, l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. Vous savez que pour reconnaître l'immunité humorale de l'immunité cellulaire, il y a des expériences en fait de transmission des effecteurs de l'immunité humorale, les anticorps, ou de l'immunité cellulaire, les lymphocytes T, et on peut transférer ce type d'immunité humorale soit par les anticorps, soit par les cellules. L'immunité humorale, encore une fois, c'est pour arriver à éliminer des microbes ou des antigènes qui sont extracellulaires, alors que lorsque l'antigène, le microbe, la bactérie, le virus est blotti à l'intérieur des cellules, il va falloir que vous ayez affaire à l'immunité à médiation cellulaire, que vous pourrez transférer d'un animal à l'autre par des cellules. Et lorsque cette immunité à médiation cellulaire ne marchera pas bien, ça veut dire dans ces cas-là que vous pourrez être très facilement infecté par un virus, puisque vous n'êtes pas capable de l'éliminer. Vous pourrez être infecté par des bactéries intracellulaires. On verra la semaine prochaine, je pense, un cours sur les mécanismes de défense contre les bactéries. On va distinguer des mécanismes pour les bactéries qui sont extracellulaires et des bactéries intracellulaires. En fait, lorsque vous aurez également ce déficit de l'immunité cellulaire, vous pourrez avoir des maladies auto-immunes. Et lorsque vous aurez besoin d'une greffe, si vous avez un déficit de l'immunité cellulaire, il pourra y avoir un rejet de greffe. Donc, beaucoup de conséquences lorsque l'immunité adaptative, l'immunité cellulaire, ne marche pas bien. Alors, quelques généralités sur les réponses immunes à médiation cellulaire. Encore une fois, ça va être pour éliminer à l'aide de lymphocytes. Vous allez éliminer, par exemple, avec des lymphocytes T auxiliaires 1, qui vont être les principaux lymphocytes T auxiliaires responsables de l'immunité à médiation cellulaire. Lorsque vous allez faire agir donc les lymphocytes T auxiliaires, en particulier les TH1, vous pourrez avoir dans ces cas-là une immunité cellulaire dirigée contre des microbes intracellulaires. On va voir là, ici, comment ça se passe. Les TH1 que vous avez vu apparaître tout à l'heure, voilà. Ils vont pouvoir phagocyter les microbes ingérés. Comment ça se passe? Le lymphocyte auxiliaire active le macrophage et vous voyez en fait l'activation du macrophage ou aussi de neutrophiles. Ça va conduire à la destruction des microbes ingérés. D'accord? Ça, vous avez les antigènes microbiens qui sont dans des vésicules. Et c'est bien les lymphocytes T auxiliaires 1 qui ont été nécessaires. Sur la droite, vous avez un autre cas de figure. Vous avez une cellule qui est infectée par un microbe, mais cette fois-ci, le microbe, il est dans le cytoplasme. Et dans ces cas-là, ça va être une cellule T cytotoxique qui va être capable de détruire la cellule infectée.
Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une chose, c'était la présentation croisée. La présentation croisée, simplement pour vous rappeler, c'est que cette cellule-là, de temps en temps, elle n'est pas bien capable de présenter correctement l'antigène qui était un antigène cytosolique. Et ce qui va se faire dans la présentation croisée, c'est que cette cellule-là, elle va être absorbée par une cellule présentatrice d'antigène, et c'est elle qui fera la présentation aux lymphocytes T cytotoxiques. Donc un petit rappel sur la présentation croisée. Bien. Autre mode d'action, donc, je regarde une chose, je regarde sur, je coupe 30 secondes. Bien. Donc, on avait vu sur la droite que lorsque l'antigène était cytosolique, ça allait être cette fois-ci les cellules T cytotoxiques qui allaient être capables de tuer la cellule. Il y a une autre chose aussi que l'on a déjà vue, mais que vous allez revoir ici, et j'ai rattrapé ce que je voulais dire, c'est que de temps en temps, dans le macrophage, vous avez ici, dans le phagolysosome, des antigènes qui, en fait, vont s'échapper du phagolysosome. Et à ce moment-là, s'ils s'échappent du phagolysosome, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce n'est pas la cellule T auxiliaire, effectrice, qui va tuer le macrophage, comme on l'a vu tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est par les cellules T cytotoxiques qui vont tuer, en fait, hop, je présente un antigène et je tue. Donc, je répète ça. On était avec les T auxiliaires. J'ai dit que les T auxiliaires, elles pouvaient activer le macrophage ici pour qu'il y ait la destruction des microbes. Une cellule infectée par un virus qui est dans le cytosol, c'est plutôt les lymphocytes T cytotoxiques qui vont agir. Mais je reviens ici, de temps en temps dans le macrophage, c'est la seule cellule, le macrophage avec les cellules présentatrices à l'intercours. J'ai rediscuté avec l'une d'entre vous pour bien souligner que les cellules B, effectivement, sont aussi des cellules présentatrices. Toutes les cellules présentatrices sont capables de faire, et uniquement elles, elles sont en vert, ce que je vous montre là, c'est de faire passer d'une voie qui est en fait endolysosomale à une voie cytosolique pour que présenter mon antigène par une molécule de classe 1 et que ça soit un T cytotoxique qui agisse. Il faut que je le laisse aller tout seul. Bien. Tout ce que l'on a vu là, c'est bien des réponses immunes à médiation cellulaire. Et on avait vu que ce sont des réponses immunes à médiation cellulaire, là, a priori, pour éliminer des microbes, des virus, mais de temps en temps, pour éliminer notamment des parasites, vous avez besoin d'un autre bras de l'immunité à médiation cellulaire, qui est cette fois-ci non pas médié par les cellules T auxiliaire 1, mais la balance va pencher de l'autre côté, les cellules T auxiliaire 2. Et dans ces cas-là, on va le voir, vous aurez production d'anticorps de sous-classes particulières, en particulier des IgE. Vous aurez d'autres mécanismes, notamment des mécanismes d'activation des éosinophiles et des mastocytes, qui vont vous permettre d'éliminer des parasites. Bien. Au passage, c'est également responsable, cette activation des TH2, cette production d'IgG, c'est réellement aussi responsable de réactions qui peuvent être délétères, en particulier d'allergies. Alors,
À côté de cette réponse immune adaptative cellulaire, vous avez également un bras cellulaire de la réponse innée, d'accord, de la réponse précoce. Pour l'instant, je ne vous ai parlé que de réponses adaptatives avec des lymphocytes T cytotoxiques, des lymphocytes T auxiliaires. C'est bien une réponse cellulaire et de l'immunité adaptative. Ce que je veux vous rappeler aussi, c'est que dans l'immunité innée, il y a un bras cellulaire de l'immunité innée. Quel est le bras cellulaire de l'immunité innée? Ce n'est pas les cellules T, puisque ça c'est l'immunité adaptative, ce sont les cellules NK. Donc, quand on a regardé, vous vous souvenez, les acteurs de l'immunité innée, il y avait les protéines du complément, par exemple, mais il y avait également les cellules NK. Donc, les cellules NK, elles ont un rôle important. Elles ont un rôle important soit pour détruire des cellules stressées. Des cellules stressées, ça peut tout simplement être des cellules cancéreuses. Ça, c'est un gros stress. D'accord? Elles peuvent également détruire des cellules infectées par un virus. Voilà. Elles peuvent également, et on l'avait vu, là, le macrophage produit de l'IL-12. Ça, on l'avait vu il y a 1 heure. Ça, maintenant, vous êtes habitués. Vous vous rappelez que l'IL-12, ça activait, on l'a vu pour des T auxiliaires, on avait vu que ça activait également des T cytotoxiques, mais le macrophage, ça peut aussi activer les cellules NK. Et les cellules NK, une fois qu'elles ont été activées par les macrophages, elles produisent de l'interféron gamma et ça va activer le macrophage. Donc je refais ça. Macrophage avec les microbes phagocytés. Je produis de l'IL-12. L'IL-12, ça m'active non seulement des cellules T auxiliaires, des T cytotoxiques, ce qu'on avait vu la dernière fois, mais ça m'active également des cellules NK, donc qui est le bras cellulaire de l'immunité innée. Et la cellule NK, je produis de l'interféron gamma, ce qui va permettre de détruire les phagocytes. Bien. Tout ça, c'est une présentation de l'immunité à médiation cellulaire. Et vous avez vu qu'il y avait un bras immunité adaptative, un bras avec les cellules NK immunité innée. Alors, même schéma, ici. Tout ça se passe, on voit ici l'IL-12, ici. Lorsque vous avez l'induction d'une réponse immune cellulaire, vous avez ici des lymphocytes qui, après avoir été activés au niveau des ganglions, vont migrer sur le site de l'antigène. Et c'est sur le site de l'antigène qu'ils vont retrouver à nouveau les cellules qui ont été infectées. Les lymphocytes effecteurs rencontrent l'antigène dans les tissus périphériques. Là, dans les tissus périphériques, il va y avoir l'activation des lymphocytes effecteurs, destruction de la cellule cible, il va y avoir activation des macrophages, destruction également des microbes qui sont phagocytés. Donc là, on a une autre description des phases inductrices et effectrices de l'immunité à médiation cellulaire. Bien. Cellule T. On revoit ce que vous avez appris il y a 1 heure, c'est qu'il y a des sous-populations qui produisent un certain nombre de cytokines, cellules TH1, TH2. Donc, à partir des cellules T naïves, vous proliférez, on l'a vu, et vous allez vous transformer en TH1 ou en TH2. On revoit le schéma ici. La cytokine qui est caractéristique des lymphocytes TH1, c'est l'interféron gamma, alors que la cytokine qui est caractéristique des TH2, c'est essentiellement IL4, IL5.
Vous distinguez les TH1 et les TH2 pas uniquement par les cytokines qu'elles produisent, mais également par l'action qu'elles vont avoir. Et au passage, les cytokines que produisent, elles sont nécessaires des cytokines telles que l'interféron gamma, par exemple. C'est nécessaire pour la prolifération des TH1, d'accord? Mais en même temps, ça va inhiber la prolifération des TH2. L'IL4, qui est produite par TH2, ça va promouvoir la différenciation des TH2, comme le fait l'IL10. Mais l'IL10, en plus, ça inhibe le développement des TH1. Donc, c'est assez amusant. Chaque sous-population produit un certain nombre de cytokines qui vont lui permettre de proliférer, mais qui, en plus de ça, vont plutôt bloquer la prolifération des autres sous-populations. Alors, comment se fait le développement des TH1 et des TH2? TH1, TH2, vous avez ici leurs caractéristiques. Qu'est-ce qu'on va regarder sur ce tableau? On regarde sur ce tableau les cytokines qui sont produites. On les retrouve là. Interféron gamma pour les TH1, IL3 GM-CSF. Il y a, en plus de ça, en plus des cytokines, vous pouvez reconnaître aussi ces sous-populations par le type, en fait, de récepteurs aux chimiokines qu'elles portent. Ce n'est pas les mêmes, ou elles ne sont pas en même quantité. Vous n'avez pas non plus les mêmes ligands pour les protéines d'adhésion. Ligand pour sélectine E, sélectine P, c'est surtout TH1, pas vraiment TH2. L'activation des macrophages, ça on le verra par la voie classique, par la voie alternative, ça on le verra un petit peu plus tard. Donc, deux sous-populations très différentes. Comment se fait le développement des TH1 et des TH2? Et la première chose qu'on va voir, c'est le développement surtout des TH1. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On va essayer de suivre. Vous avez d'abord une cellule dendritique qui présente l'antigène. Il va y avoir ici un certain nombre de cytokines qui vont être produites. L'IL2, ça va permettre l'expansion des cellules T naïves. Mais l'antigène, on l'a vu tout à l'heure, il a été également reconnu par les cellules NK. Et les cellules NK, elles produisent de l'interféron gamma. Eh bien, la cellule T qui était naïve, qui a été une première fois activée par la reconnaissance de l'antigène présenté par les cellules dendritiques. Elle a produit de l'IL2, elle a commencé à se différencier. À ce moment-là, il y a la cellule NK qui produit de l'interféron gamma. Cet interféron gamma va activer la cellule T. Cet interféron gamma va aussi activer les macrophages. Les macrophages vont produire de l'IL12. L'IL12, ça va permettre aux lymphocytes T cytotoxiques de franchir une autre étape. À ce moment-là, il va produire lui-même le lymphocyte T de l'interféron gamma. Et c'est cette conjonction IL12 interféron gamma qui va permettre finalement de pousser les cellules T à se transformer en une sous-population TH1. Je reprends parce que c'était peut-être un peu compliqué. Si je voulais résumer, pour résumer sur ce schéma-là que je ne vais plus faire bouger, sur ce schéma-là que je ne vais plus faire bouger, vous apercevez que pour terminer en TH1, il faut que mon lymphocyte T auxiliaire ait eu un certain nombre de stimulations par l'antigène.
par de l'interféron gamma que je reçois de cellules NK, par l'IL-12 que je reçois du macrophage qui a été activé. Le macrophage, au fait, il a été activé parce qu'il a reçu également de l'interféron gamma. Et une fois que j'ai eu mon interféron, ma dose d'interféron gamma, mon antigène, mon IL-12, je vais pouvoir me transformer cette fois-ci en TH1. Alors, une autre chose, c'est que on a vu sur ce schéma-là, on voit que la cellule dendritique, elle est importante pour apporter son aide, notamment à un moment donné, pour produire de l'IL-12, ici, pour permettre le passage en TH1. Vous êtes d'accord? Bon. Sur le schéma suivant, on va regarder qu'est-ce qui va permettre, en fait, à une cellule présentatrice, à un macrophage, de produire de l'IL-12 dont j'ai besoin, je vous rappelle, ici, pour devenir un TH1. Alors, qu'est-ce qui va activer la production d'IL-12? 1. La reconnaissance du microbe par les toll-like récepteurs. Là, je commence à faire de l'IL-12. 2. Si, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était déjà dit, mais je le répète, si au passage je reçois de l'interféron gamma des cellules NK ou de cellules T, aussi, je vais encore plus produire d'IL-12. Si aussi, par le biais de cellules T, qui sont déjà des cellules T qui commencent à être activées parce qu'elles ont CD40 ligands, là, troisième moyen aussi d'accélérer la production d'IL-12. Je reviens sur le schéma précédent. Voilà. L'IL-12 dont j'ai besoin. J'en ai besoin, pour ça, j'ai besoin que mon macrophage il soit activé. Ben, mon macrophage, je vais l'activer parce qu'il y a le microbe, parce qu'il y a des cellules NK qui m'apportent de l'interféron gamma, parce que j'ai d'autres cellules T qui m'apportent de l'interféron gamma, parce que j'ai des cellules T activées qui m'apportent CD40 ligands. Tout ça aboutit à de l'IL-12. Une fois que je vais produire de l'IL-12, le macrophage il va pouvoir activer d'autres lymphocytes T. D'accord? Une fois que j'aurai produit l'IL-12, je vais pouvoir activer des cellules T naïves. Et la cellule T naïve va se transformer en cellule T effectrice qui va pouvoir, grâce à l'interféron gamma, activer les macrophages. Alors pour s'y retrouver entre IL-12, interféron gamma, c'est de temps en temps un petit peu complexe. Mais on finit par s'y retrouver. Destruction des microbes. Hop. Bien. On ne joue pas depuis que je vous fais le cours, on a passé un certain nombre d'heures, mais on retrouve toujours les mêmes acteurs. Hein. On retrouve toujours CD40, CD40 ligand, B7, CD28, interféron gamma, IL-12. Le tout est de les employer dans le bon sens et dans le bon ordre. Bien. On a vu comment se faisait la différenciation en TH1. Maintenant, on va voir autre chose, c'est comment se fait la différenciation en TH2. Donc TH1, c'est fait, et TH1, donc j'avais besoin d'IL2, d'interféron gamma, d'IL12. Bien. Maintenant, je veux une autre sous-population. Je veux une sous-population de TH2. Pour faire une sous-population de TH2, cette fois-ci, ce dont j'ai besoin, c'est d'IL4. C'est grâce à l'IL4 que je vais me transformer en TH2. Là, simplement, il y a une petite chose tout de même qui m'interpelle, c'est que, si je me souviens bien, l'IL4,
c'est une des cytokines qui est justement produite par les TH2. Et là, je suis en train de vous expliquer que pour me devenir TH2, j'ai besoin d'IL4. Alors, comment ça se passe, ça? En fait, ce que l'on pense, c'est qu'il y a une toute petite production d'IL4 par des lymphocytes T auxiliaires qui ne sont pas encore différenciés en TH2. Et que c'est cette petite production d'IL4 qui va faire que je vais commencer à différencier mes cellules T en TH2. Ces cellules T, TH2, elles vont produire énormément d'IL4, et là, ça va amplifier le mouvement. Ou alors, j'ai une autre possibilité, si ce n'est pas forcément des cellules TCD4 naïves qui produisent l'IL4, c'est parce qu'il y a d'autres sources d'IL4, comme par exemple les mastocytes. D'accord? Donc, on voit qu'entre TH1 et TH2, pour me transformer en TH1 et TH2, ce n'est pas les mêmes cytokines qui sont nécessaires. Si ce ne sont pas les mêmes cytokines qui sont nécessaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pourquoi ces cytokines sont importantes? C'est parce que, en fait, de façon séquentielle, ces cytokines, à l'intérieur de la cellule, elles activent des facteurs de transcription. Donc, de façon séquentielle, elles vont activer un certain nombre de gènes qui vont faire que finalement, ma cellule, elle sera TH1 ou TH2. Bien. Ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que tout ça, ça se passe au niveau du ganglion, mais que, en fait, ces cellules effectrices qui sont et qui ont maturé dans le ganglion, il va falloir, en fait, qu'elles aillent en périphérie pour remplir leur rôle. Donc, quelles sont les réponses immunes qui sont médiées par les lymphocytes TH1? Alors, les fonctions effectrices des TH1, il y en a plusieurs. Les TH1, on dit bien, hein, elles activent les microbes, ou elles activent, pardon, les macrophages par l'interféron gamma, et ça vous fait une destruction microbienne. Donc, l'interféron gamma, une des cytokines importantes produites par les TH1, ça agit sur le macrophage et ça lui permet de détruire le microbe. Ça, c'est une fonction des TH1. Autre fonction des TH1, ça active les neutrophiles. Et là, c'est pareil, dans le neutrophile ici, polynucléaire, il avait ingéré un microbe. Cette fois-ci, grâce au TNF-alpha, TNF-bêta, c'est pas l'interféron, j'active les neutrophiles et je tue le microbe, ce qui va donner de l'inflammation. Autre fonction des TH1, et vous le voyez ici, les TH1 qui produisent de l'interféron, ça va permettre d'activer notamment des cellules B. Là, j'active des cellules B, je produis des anticorps. Ces anticorps, ils vont être capables d'attraper l'antigène, ils vont être opsonisés, l'antigène et l'anticorps, par le macrophage. Ça va permettre d'absorber le microbe et ça va permettre de le tuer. Je répète ici, il faudrait que je recule, voilà. Donc ici, une action importante. J'ai activé avec mes TH1 les cellules B, j'ai des anticorps. Les anticorps, ils fixent l'antigène. Par le récepteur pour le fragment FC des anticorps, c'est attrapé par les macrophages qui ingèrent l'antigène et qui le tuent. Donc vous avez 3 moyens d'action des TH1. L'interféron gamma que vous voyez apparaître ici, c'est un médiateur qui est important parce que c'est lui qui augmente l'activité microbicide des macrophages. C'est-à-dire le macrophage, il est activé, mais si je veux qu'il tue bien correctement mon microbe, j'ai besoin de l'interféron gamma. Bien.
Alors, toutes ces fonctions effectrices, j'ai dit, elles vont se faire en périphérie. Il faut donc que je fasse une chose, c'est que mes lymphocytes T auxiliaires, il faut qu'ils aillent en périphérie. Vous avez ici un certain nombre de lymphocytes qui circulent donc dans la circulation. Et à un moment donné, il va falloir que ces lymphocytes s'arrêtent dans la circulation et en fait, il va falloir qu'ils sortent de la circulation pour aller au site de l'infection. Je vous répète ça. Vous avez donc des lymphocytes. Ils ont été activés. Ils sont prêts à être des lymphocytes effecteurs, mais ils ne pourront être un lymphocyte effecteur que si, en fait, ils sortent de la circulation pour aller au niveau de la peau, là où vous êtes blessé. Vous êtes bien d'accord avec ça? Bien. Alors, sur le schéma là que vous avez ici, vous voyez apparaître des lymphocytes qui sont des lymphocytes qui ont déjà été activés au niveau du ganglion. Ça veut dire qu'au niveau du ganglion, les cellules dendritiques ont présenté l'antigène, le lymphocyte s'est multiplié, très bien. Maintenant, il est en train de recirculer, mais il faut qu'il aille faire son boulot. Eh bien, il faut qu'il sorte à un moment donné des vaisseaux, et ce qui va l'aider à sortir des vaisseaux, c'est le fait que, vous vous souvenez, lorsqu'il y a une infection microbienne, il y a un certain nombre de cytokines qui sont produites, dont le TNF-alpha, mais également l'IL-1. Ces TNF-alpha et IL-1 provoquent l'expression au niveau de la cellule endothéliale, ici, de molécules d'adhésion. Et le lymphocyte activé, il est capable de reconnaître ces molécules d'adhésion. Et vous vous souvenez des schémas qu'on avait vus la dernière fois? C'est le lymphocyte qui va commencer à rouler parce qu'il attrape en fait une molécule d'adhésion, vous vous souvenez, par un bras. Puis ensuite, il va s'arrêter parce qu'il va attraper par deux bras. Et il va commencer à sortir du vaisseau. Et ça, c'est possible parce que, encore une fois, au niveau de la cellule endothéliale, il y a eu l'expression de ces protéines d'adhésion, expression qui est promue par TNF-alpha ou IL-1. Bien. Les lymphocytes T, celui-ci, ce n'était pas un lymphocyte T qui avait été activé. Celui-ci, il va retourner dans la circulation. On va le voir ici. Là, c'est un autre schéma. Donc, l'antigène, ici, il a été reconnu, il est sorti, le lymphocyte est sorti. Donc, que veut dire ce schéma-là? Ce lymphocyte-là qui a été activé, il va sortir de la circulation pour aller au niveau du site de l'infection, alors que l'autre, ici, qui n'a pas été activé, lui, il retourne dans la circulation. Ça va? J'ai vu qu'ils ont hoché la tête. Donc, il n'y a encore une fois que le lymphocyte activé qui, lui, va être capable de sortir pour aller tuer, en fait, les cellules infectées au niveau du site de l'infection. L'autre, il va ailleurs. Voilà, on le fait. Bien. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que ce lymphocyte qui a été déjà capable de sortir de la circulation parce qu'il exprimait des molécules d'adhésion qui lui ont permis de s'accrocher au vaisseau, de traverser le vaisseau, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsqu'il est sur le site de l'infection, il exprime aussi des récepteurs particuliers qui lui permettent de se lier à la matrice extracellulaire. Alors ça, c'est pratique parce que ça va permettre de le maintenir au niveau du site de l'infection.
Donc, mon lymphocyte activé, non seulement il a été capable de sortir, mais il est capable de rester fixé au niveau de la matrice extracellulaire sur le site de l'infection parce qu'il a exprimé des protéines d'adhésion. Bien. Alors, mon lymphocyte, il est bien arrivé sur le site d'action. Il va falloir qu'il agisse. Une fois qu'il est arrivé sur le site d'action, il va rencontrer des macrophages, mais il va aussi rencontrer des monocytes. Et en fait, la transformation, et ça c'est un point important, la transformation sur le site de l'infection de monocytes en macrophages, c'est dû au lymphocyte T auxiliaire 1. C'est le TH1 qui permet la transformation du monocyte ici en macrophage. D'accord? Sur le site de l'infection. Alors, une fois que ce lymphocyte qui a déjà agi pour transformer en macrophage, je vous rappelle que ce lymphocyte T, qui est un lymphocyte T effecteur, il exprime CD40 ligand. Il exprime ou il produit de l'interféron gamma. C'est CD40 ligand interféron gamma qui va faire qu'il y a une réponse des macrophages activés avec destruction des microbes et phagocytose. Destruction des microbes, ça c'est dû à du NO, c'est dû en fait à des molécules réactives de l'oxygène, ROS. Tous ces mécanismes à l'intérieur du macrophage qui finalement aboutissent à la destruction des microbes par les phagocytes. Alors là, on s'aperçoit que la réponse des macrophages, production d'intermédiaires réactifs de l'oxygène, d'oxyde nitrique, je l'ai dit, augmentation de la production d'enzymes lysosomiales, je ne l'avais pas encore dit. Elle sécrète aussi TNF-alpha, IL1, IL12. Elle augmente l'expression des molécules de costimulation. D'accord? Et ici, vous avez le rôle de l'immunité à médiation cellulaire. OK, destruction des microbes, ça on le sait. TNF-alpha, IL1, ça permet le recrutement des lymphocytes, des leucocytes. Ça, on l'avait vu au niveau de l'inflammation. IL12, on reconnaît toujours les mêmes acteurs. Différenciation en TH1 et production d'interférons. Très bien. Maintenant, j'ai été capable de faire beaucoup de choses. J'ai été capable, grâce à mon lymphocyte auxiliaire, de sortir des vaisseaux. J'ai été capable de me fixer au niveau de l'infection. J'ai été capable d'activer les macrophages. C'est bien. Tout ça, ça va aboutir à quoi au niveau de l'infection? Ça va aboutir à l'inflammation. Alors, cette inflammation, elle est bénéfique, mais en même temps, l'activation des macrophages, l'activation des neutrophiles, ça peut avoir de temps en temps des effets de réparation. Une fois que vous avez cicatrisé, vous voyez bien que ça se répare. Mais de temps en temps, il y a un effet un petit peu délétère, c'est-à-dire qu'il y a une fibrose qui se fait au niveau du site de l'inflammation. Bien. Il y a même pire que la fibrose, c'est que de temps en temps, vous avez des réactions d'hypersensibilité retardées qui peuvent se produire. Alors, on va voir ça. Réaction d'hypersensibilité retardée. Donc, je reprends. Vous avez une activation intense des macrophages, des neutrophiles pour éliminer
mon microbe, très bien. Ça donne de l'inflammation, ça va. Ça donne un petit peu de fibrose, ça va moins bien, ce qui fait que de temps en temps, vous allez avoir une cicatrice qui va rester visible. Ça, c'est la fibrose. Mais également, ces réactions, vous pouvez avoir une réaction d'hypersensibilité retardée. Alors, typiquement, la réaction d'hypersensibilité retardée, qui est une réaction d'immunité à médiation cellulaire, vous avez une sensibilisation à la première injection lors de l'immunisation. Ensuite, vous revenez avec un antigène microbien et vous avez votre réaction d'hypersensibilité retardée. C'est ce que vous pouvez faire, par exemple, pour regarder typiquement si vous êtes bien protégé contre la tuberculose. Vous faites dans ces cas-là une injection en fait de protéines dérivées de Mycobacterium tuberculosis, c'est ce qu'on appelle PPD pour Purified Protein Derivative. On vous injecte en fait, pour voir si vous êtes, encore une fois, si vous pouvez vous défendre contre la tuberculose, vous injectez PPD et vous avez une réaction d'hypersensibilité retardée. Qu'est-ce qui se passe dans la réaction d'hypersensibilité retardée? Dans les 4 heures qui suivent l'injection, les premières cellules qui arrivent sur le site, ce sont en fait les neutrophiles qui arrivent avant les macrophages. Ça, vous ne le saviez pas forcément. Donc, très rapidement, 4 heures après, vous avez les neutrophiles. 12 heures après, vous avez cette fois-ci les lymphocytes T qui arrivent, les monocytes qui vont se transformer en macrophages qui arrivent, mais ça prend un petit peu plus de temps. C'est un petit peu normal parce que les lymphocytes T, au passage, il a fallu que dans les ganglions, ils commencent à se multiplier, etc. Donc, au bout de 18 heures, vous avez une induration qui commence à se faire. C'est typiquement la réaction d'hypersensibilité retardée. L'induration est faite entre le dialogue entre les macrophages, les cellules T, les neutrophiles. Ça vous forme une induration qui va être maximum au bout de 48 heures. Alors, ça c'est bien, il faut que ça se fasse, ça veut dire que vous êtes protégé contre la tuberculose. Quand vous faites ce type de test avec d'autres antigènes, des antigènes assez courants que vous pouvez avoir, de temps en temps, vous apercevez qu'il n'y a pas de réaction d'hypersensibilité retardée à certains antigènes. Ça veut dire que dans ce cas-là, votre immunité à médiation cellulaire ne marche pas si bien que ça. Ça vous donne une réaction allergique. Réaction d'hypersensibilité retardée. Donc, on a une espèce de gradation depuis tout à l'heure. Hein. On a eu l'inflammation, on a eu maintenant la réaction d'hypersensibilité retardée. De temps en temps, vous avez des réactions d'hypersensibilité retardée qui se prolongent, qui deviennent des réactions d'hypersensibilité retardée chroniques. Et qu'est-ce que c'est ces réactions d'hypersensibilité retardée chronique? C'est lorsque, malgré l'action des lymphocytes T, malgré l'action des macrophages, dans ces cas-là, vous n'arrivez pas à vous débarrasser, en fait, du microbe. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez beaucoup de mal, c'est-à-dire vous produisez de plus en plus de cytokines, vous essayez de faire venir de plus en plus de macrophages, mais le microbe est toujours présent. Et dans ces cas-là, ça vous donne une inflammation particulière qu'on appelle l'inflammation granulomateuse. Et dans l'inflammation granulomateuse, vous voyez apparaître des cellules géantes multinucléées qui sont en fait des macrophages qui se sont transformés. Des lymphocytes qui sont activés, des macrophages. Donc là, c'est une réaction d'hypersensibilité chronique. C'est ce qui se passe, c'est ce que vous ferez quand vous ferez une tuberculose. Vous avez comme ça des réactions d'hypersensibilité retardée chronique. Bien. Là, j'ai uniquement parlé des TH1 et de ce qui se passait lorsque vous avez une réponse immune qui est médiée par les TH1. Maintenant, une réponse immune médiée par les TH2.
Vous vous rappelez que le TH2, en fait, j'allais surtout m'en servir pour me débarrasser, non pas des microbes, mais pour me débarrasser des parasites. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas la même chose qui se passe comme tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Avec mes TH2, je suis capable de produire notamment, on a vu que les TH2, c'était des grands producteurs d'IL4 et d'IL13. On s'était demandé tout à l'heure au départ comment d'ailleurs les TH2 qui avaient besoin d'IL4 pour se différencier, d'où provenait l'IL4. Vous vous souvenez? Bon, maintenant je suis bien une TH2, je produis de l'IL4, ben, ça m'aide à produire des IgE. Également, je produis de l'IL5. L'IL5, à quoi ça me sert? Ça me sert à activer des éosinophiles. Une fois que j'ai activé mes éosinophiles, il y a une dégranulation des éosinophiles. Et en dégranulant ces éosinophiles, je relargue un certain nombre d'enzymes qui vont être capables de m'éliminer mon parasite qui est ici. D'accord? Autre chose, j'ai produit des IgE. Mes IgE vont être reconnus par, en fait, des mastocytes. Les mastocytes ont un récepteur particulier aux IgE. On reverra beaucoup ça au moment des allergies. Donc vous avez des mastocytes ici qui ont des récepteurs pour le fragment Fc des IgE. Lorsque les IgE qui sont sur le mastocyte sont activés, ces IgE, par des antigènes provenant de l'helminthe, il va y avoir cette fois-ci une dégranulation des mastocytes, comme j'avais eu une dégranulation des éosinophiles, et ce sont les enzymes qui sont dans les granules des mastocytes qui vont également me permettre d'éliminer les éosinophiles. D'éliminer, pardon, le parasite. Ce qu'on appelle un bug. Voilà. Ouais. Je bug de temps en temps. Alors, vous avez vu comment agissaient les TH1, vous avez vu comment agissaient les TH2. Maintenant, comment agissent les cellules T cytotoxiques? Alors, les cellules T cytotoxiques, il faut d'abord qu'elles rentrent en contact avec la cellule cible. D'accord? Elles rentrent en contact avec la cellule cible grâce à la fameuse synapse. On a vu entre la cellule T cytotoxique et la cellule cible. Ensuite, lorsque, grâce à la synapse, il y aura eu les corécepteurs, les récepteurs costimulateurs, d'accord, qui auront agi, on va pouvoir avoir, cette fois-ci, une fois qu'il y aura eu reconnaissance, il va pouvoir y avoir l'activation des lymphocytes T cytotoxiques, et il va y avoir, dans ces cas-là, une exocytose des granules. Une fois qu'il y a eu cette exocytose des granules, c'est-à-dire la cellule T cytotoxique, elle a reconnu sa cible, elle relargue des granules. Dans ces cas-là, le lymphocyte T cytotoxique peut se détacher de sa cible. Il suffit qu'il y ait eu un relargage des granules pour que les granules, elles vont aller, en fait, tuer la cellule cible. Et comment ça va se passer? Vous vous rappelez tout à l'heure que lorsque j'avais différencié mes lymphocytes T cytotoxiques pour qu'ils deviennent des lymphocytes T effecteurs, ces lymphocytes T cytotoxiques étaient capables de produire un certain nombre de molécules, les perforines qui font des trous dans la cellule cible, les granzymes qui vont pénétrer dans la cellule cible et qui vont provoquer l'apoptose de ces cellules cibles. Cerglycine, c'est une protéine qui stabilise en fait le complexe perforine-granzyme. Donc ça y est,
je suis capable de tuer. Bien. Alors, au passage, il y a un autre mode d'action, c'est par le système phase-ligand. Le système phase-ligand, phase étant le récepteur, phase-ligand qui se lie au récepteur, c'est également capable d'induire l'apoptose de la cellule cible, comme le système perforine-granzyme a induit l'apoptose également de la cellule cible. Une autre chose un petit peu particulière, vous allez le voir apparaître ici. Ah, il y a un truc bizarre qui apparaît là. C'est que, en fait, des cellules T auxiliaires sont également capables, par moment, de tuer une cellule cible. Ça peut être pratique. Et en fait, le système qu'utilisent les lymphocytes T auxiliaires pour tuer une cellule cible, c'est en fait le système phase-ligand. Sauf que là, contrairement aux cellules T cytotoxiques, là, c'est des molécules de classe 1 qui présentent, là, c'est des molécules de classe 2. Mais certaines cellules T auxiliaires sont capables, encore une fois, de tuer, en fait, les cellules cibles par le système phase-ligand. Bien. Dernier point, il faut que vos lymphocytes T qui sont effecteurs, il faut que vous gardiez la mémoire de ces lymphocytes T effecteurs. Et un dernier schéma pour vous dire que pour mettre en mémoire ces lymphocytes T, en fait, il y a des cytokines qui sont nécessaires pour ça. Pour les lymphocytes T auxiliaires, c'est l'IL-7. Pour les lymphocytes T cytotoxiques, c'est plutôt l'IL-7 et l'IL-15. Autre et dernier point, ces lymphocytes T mémoire, en fonction des récepteurs pour les chimiokines qu'elles expriment. Par exemple, ici, vous avez le récepteur CCR7. En fonction du récepteur pour les chimiokines qu'elles expriment, vous savez que ces récepteurs pour les chimiokines, ça permet ce qu'on appelle le homing. Ça permet aux cellules T d'aller se mettre à un endroit précis. Eh bien, vous remarquez que les lymphocytes T cytotoxiques ou T auxiliaires mémoire, elles vont dans deux endroits. Soit elles restent dans le ganglion, en particulier parce qu'elles ont justement CCR7, soit elles vont se mettre au niveau de tissus périphériques et en particulier au niveau des muqueuses, ce qui est bien pratique, hein, parce que si l'antigène repénètre, tout de suite, elles seront là. Donc, si je résume, là, vous avez tout de même vu en 1 heure beaucoup de choses. Vous avez vu les mécanismes effecteurs des TH1, mécanisme effecteur des TH2, ce qui n'avait rien à voir, mécanisme effecteur des cellules T cytotoxiques, avec deux systèmes pour les cellules T cytotoxiques, perforine, granzyme, phase-ligand. Et dernière étape, vous avez mis en mémoire. Là, vous avez bien travaillé. Merci.